Je suis Sébastien en compagnie de David. Bonjour David. Bonjour Sébastien, comment ça va? Oui, ça va très bien. Toi? Oui, ça va bien. On a un invité aujourd'hui, Monsieur André Drainville, professeur à l'Université Laval. Bonjour André. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va Tu bien. allais me le demander. Hein? Oui, tu m'as volé une question. Ok. On va commencer directement d'abord. Toi, Pourquoi ça va bien? on parle du 50 ans du néolibéralisme? C'est en fait assez juste, c'est assez exactement 50 ans comme anniversaire. Là. C'est pas un truc qui est tombé du ciel et qui est général. 50 ans, ça fait référence en fait à... C'est un prétexte qui est correct. Là. Un rapport d'une patente dans le sens le plus pernicieux du terme, qui s'appelle encore la Commission trilatérale, qui en 1975 a publié un rapport qui définit un petit peu la posture que le néolibéralisme adopte face à la société, là, puis les ambitions, puis le côté tout englobant. Veux-tu nous en parler? C'est quoi le néolibéralisme pour ceux qui ne sont pas familiers, là? Qu'est-ce que ça définit comme mot, en fait? Ben, c'est pas... Ouais, on aura le temps d'en parler un petit peu aujourd'hui, mais au départ, l'intention est vraiment de reconnaître / créer une crise et de répondre à une crise. Et la crise qu'on reconnaît, c'est la crise de la démocratie. Le 50 ans, c'est 50 ans d'un rapport sur la crise de la démocratie. Et le problème, c'est qu'il y a trop de démocratie. Oh, La Commission trilatérale dit qu'il y a trop de démocratie. Il y a trop de gens qui ont trop de droits puis qui empêchent le système capitaliste de fonctionner de manière rationnelle, efficace. Il y a trop de petites personnes qui nous emmerdent, qui nous font chier, puis qui empêchent le système de bien fonctionner. Ça, c'est un constat en 1975 environ. Et étonnamment candide. Je veux dire, je le dis comme ça, mais ils le disent comme ça aussi. En 1975, il y a trop de monde. Il y a trop de monde qui ont trop de droits. Tu fais référence à un rapport qui a été publié par la Commission trilatérale qui s'appelait la crise de la démocratie. C'est ça. Et contre? Puis c'était écrit notamment par Samuel Huntington. Et voilà, comme vous dites, ça faisait référence aux peut-être des droits qui avaient été acquis pendant les années 60, les mouvements sociaux pour anti-guerre, les mouvements pour les droits civiques des minorités, le mouvement féministe, etc. Non, mais des droits qui sont établis depuis plus longue date que ça, des droits qui remontent à l'organisation du travail industriel au 19e siècle, là, dans les années 1860, pas 1900, mais 1860, 70, le droit de faire du piquetage, le droit de s'organiser collectivement. C'est des trucs qui datent de l'organisation. Enfin, et d'une certaine manière, en fait, ce que le rapport met, puis c'est fondamental. Ce que le rapport remet en question, c'est l'organisation du capitalisme à partir des sociétés nationales. Puis ça, c'est en construction depuis 500 ans. C'est pour ça que je souligne un petit peu le caractère dramatique de 1975. C'est assez soudainement quelque chose qui était une manière d'organiser les rapports sociaux qui était à se définir sans exagérer, sur 3, 4, 500 ans. Là. Tout d'un coup, ça, la Commission trilatérale dit qu'il faut fuir ça, il faut fuir le niveau national, puis aller prendre refuge dans des endroits qui sont isolés. Il faut piloter le capitalisme de l'extérieur des relations sociales. Il faut aller à Davos, il faut aller sur l'Acropole, il faut aller là où les petites gens n'ont pas accès. De manière assez candide, là. Il faut aller de l'extérieur des relations sociales pour ensuite les piloter, inventer des manières de faire, puis les piloter de leur extérieur, avec autorité. Ça, c'est la posture de base du néolibéralisme. Et ça a eu un impact. Il y a eu des changements à partir de... Comme souvent, on pense à comme l'élection de Margaret Thatcher en Angleterre, en Grande-Bretagne, Ronald Reagan aux États-Unis, que c'était ces chefs d'État qui ont instauré des nouvelles politiques qui faisaient quoi? Qui, par exemple, qui luttaient contre le syndicalisme, justement, qui coupaient dans les programmes sociaux. Oui, mais au départ, le néolibéralisme est comme à l'extérieur de la société, ce dont tu parles, mais le néolibéralisme a aussi l'ambition d'organiser les rapports sociaux. Donc, pas juste d'en imposer.
Le néolibéralisme, c'est Thatcher, There is no society. C'est Pinochet, c'est les dictatures en Amérique latine, c'est Suharto, c'est les dictatures. C'est ça, mais c'est aussi, très rapidement, ça devient une manière d'organiser les rapports sociaux. Par exemple, les coops. J'ai un petit exemple, je ne suis pas un exemple de prof qui dure 3 heures, mais un exemple de prof qui... Allons-y. Mais Thatcher va privatiser l'équivalent des coops en Angleterre. OK. Le Greater London Council, puis les sociétés de... Des coopératives d'habitation, c'est ça? L'équivalent anglais de coopératives d'habitation. Ouais. L'idée est de transformer les gens qui sont des locataires, donc qui se soustraient au marché, de les transformer en propriétaires, en gens qui vont voter pour le parti Tory éventuellement, en donnant à ces gens-là des taux préférentiels pour les hypothèques. Un des trucs que le néolibéralisme va apporter, c'est une augmentation fantastique des taux d'intérêt. En 80-81, les hypothèques au Canada, c'est 19 % là. Des hypothèques à 19 % d'intérêt par année. Dans un contexte comme ça, Thatcher va octroyer des accès hypothécaires à des gens à des taux très favorables pour les transformer en ce que les Anglais appellent les stakeholders, des gens qui ont à cœur la constitution de la société comme entreprise, le profit social, qui participe au profit social. Donc, au lieu d'avoir payé 19 %, les locataires des HLM deviennent propriétaires avec une très petite mise de fonds, une hypothèque à 3 % deviennent propriétaires et deviennent des participants. Donc, il y a ça aussi. C'est pas juste arrêter de financer les coops ou financer les programmes sociaux, c'est de les organiser d'une manière particulière, avec une autorité, puis une forme d'assujettissement, puis c'est pernicieux. Là. C'est vraiment, c'est ambitieux. C'est le côté totalitaire du néolibéralisme. Puis le mot est choisi délibérément. Là. C'est le côté ambitieux. Là. Donc, c'est comme instaurer des différentes valeurs dans le sens, les valeurs de propriétaire, les valeurs plus individualistes. Ouais. Moi, j'ai ma maison, j'ai mon appartement, ça m'appartient. Et aussi, peut-être, ça instaure une certaine croyance dans le marché, entre guillemets. Ce marché, par exemple, immobilier, où on souhaite que lorsqu'on est propriétaire, on souhaite que la valeur de son bien, sa propriété, augmente. Oui, ouais. Donc, une individualisation des rapports sociaux, très, très certainement. Une punition plus grande pour les gens qui se soustraient au marché, les gens qui ne participent pas au marché. Une disparition, un effritement du public. Un effritement de tout ce qui échappe aussi, pas juste au privé, pas juste au marché, mais au contrôle social. Donc, au contrôle chiffré, au contrôle quantitativé qui peut être saisi par des indicateurs, des processus. Puis si on va regarder éventuellement, si on se pose la question de ce qui se passe à Québec, dans les universités, dans les rapports sociaux, l'idée de protocole avec des étapes. C'est pas le néolibéralisme qui invente ça, mais le néolibéralisme resserre la discipline sociale. Donc, ce qui échappe à l'espèce de flou du marché, une fois que tu es devenu propriétaire de ton HLM, là, tu es comme un bon citoyen, tu es grandé dans un rapport social. Donc, moins besoin de contrôler. Mais si tu ne l'es pas, il y a quelque chose d'autre qui devient un mécanisme de contrôle, plutôt que la posture individuelle face au marché. Et là c'est l'extériorité. Là, c'est les formes de police. Et littéralement des manières de policer la foule, des manières de policer les comportements, de contrôler les comportements de profs, d'étudiants, de citoyens, de travailleurs, de toutes sortes de rendements. Contrôler dans ce que les rapports sociaux ont de plus intime. Là. Donc, c'est d'inscrire la logique de compétition un petit peu dans la société, puis à ce moment-là, de donner à tout le monde une part de... C'est ça, un stakeholder, donc tout le monde... Stake, c'est comme une part, un peu, Oui, les actionnaires de la société. Une action, c'est ça que je cherchais. Là, donc, les gens sont actionnaires, donc
ils sont encore plus responsables. Ils veulent que ça continue de fonctionner pour que leur action performe bien. C'est là, dès le départ, qu'un des changements qui qu'on prospère. Puis c'est l'idée qu'on se fait collectivement d'une vie heureuse. Je veux dire, la vie heureuse, c'est la vie d'un actionnaire dont les parts prennent de la valeur. Puis cette idée-là de quantitativer, de mesurer, elle est... une chose, quand je réfléchissais à l'émission, on sous-estime, peut-être, moi je sous-estime plus parce que je suis plus vieux, je suis prof aussi, puis j'ai encore l'idée que le néolibéralisme, c'est les barbares à la porte, là, mais ils ne sont pas encore rentrés, mais je pense qu'il faut prendre acte du fait que la société se fait dans ces cadres-là depuis 50 ans. Là. Donc, il n'y a pas grand-chose qui échappe à ça. C'est plus... On n'est plus avec le rapport de la commission trilatérale qui veut en imposer à la société, refaire la société. La société se fait dans un rapport néolibéral depuis un demi-siècle. Tu parlais des barbares à la porte. Est-ce que ça peut être un lien aux invasions barbares de Denis Arcand? Là? Non, je pense... C'est pas un peu ça qui vient soulever au travers de l'hôpital? L'hôpital qui, tout d'un coup, est dans des logiques marchandes un petit peu, puis doit performer, Oui, la réponse polie serait oui, je pensais à ça. Ben vas-y, sois impoli. Je pensais à les barbares à la porte, pour moi, c'est plus Kuti, le romancier sud-africain qui est maintenant en Australie, qui a gagné, je pense, un prix Nobel, ou au moins... oui, il a gagné le prix Nobel de la littérature, puis le Booker deux fois. OK, c'est un grand romancier, puis un romancier genre magnifique, tellement délicat avec ses paroles, tellement c'est Satie, là. C'est des petits romans où chaque mot compte. Et qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qui, pour toi, représente bien cette approche du néolibéralisme dans nos vies? Il y a une partie il y a un roman, je pense que c'est Waiting for the Barbarians. Il y a un roman parti, mais ce sentiment-là est toujours... C'est du point de vue de Blanc d'Afrique du Sud, il y a cette dimension-là qui serait longue à mettre en scène. Là, mais le cœur de Waiting for the Barbarians, c'est l'anticipation des barbares à la porte. Donc, dans mon domaine, pour les profs d'université, l'anticipation que dans les relations que j'établis avec mes étudiants, relations pédagogiques, mais les relations que j'établis aussi avec les gens que je lis, avec l'idée que je me fais, moi, de ma propre vie, de ce que c'est qu'une vie féconde comme intellectuelle, une vie qui vaut la peine d'être vécue, puis un travail qui vaut la peine d'être fait. Donc, Waiting for the Barbarians, t'attends l'anticipation des barbares qui sont là. Le gestionnaire des fruits et légumes va venir me gérer mon département, puis mesurer ma performance. Puis cette anticipation-là, elle est tellement constituante, elle est tellement... Tu te prépares tellement à l'arrivée des barbares que quand les barbares arrivent, tu t'en rends plus vraiment compte. Ils t'ont absorbé un petit peu? L'anticipation que tu te fais d'eux a fait qu'ils sont présents avant qu'ils le soient vraiment. Donc, le moment où on est passé de la commission trilatérale à la gestion de l'université néolibérale, je ne pourrais pas le dire aussi clairement que je dis c'est la commission trilatérale en juin 1975. On attendait les barbares, ils sont arrivés, puis on ne les a pas vus venir. Ils sont là, puis ils nous gèrent. Ils arrivent à la porte. Il y a aussi le livre Disgrace. Puis peut-être plus personnel pour toi, le prof à l'université qui est prof de la littérature. Mais dans ses fonctions, les exigences de l'université de faire de l'argent, d'être rentable, d'offrir des degrés que les futurs travailleurs vont vouloir avoir. Lui, il est tenu à donner des diplômes. Recevoir les diplômes comme une marchandise un peu. Plus en communication, par exemple. Donc, lui, il doit donner des cours de communication au lieu de la littérature, etc. Non, je suis un disgrace. J'ai écrit un roman sur l'arrivée du néolibéralisme à l'université. Il a été publié il y a une vingtaine d'années à l'Effet pourpre. Ça s'appelait « Les carnets jaunes de Valérien Francard » qui a tué quelques enflés. C'est une longue histoire, un peu meurtrière aussi, mais qui était comme une farce néolibérale, là, qui était une farce qui se termine par une tuerie. Puis dans Disgrace, tu as ça aussi, tu as le sentiment que les gens avec lesquels tu es en relation, la collégialité, les jeux deviennent bidimensionnels.
dans ce rapport barbare avec le monde. Barbare, c'est aussi Rosa Luxembourg. Là. Donc, il compte plus. C'est plus des êtres humains. C'est plus des relations de collégialité. C'est plus des relations entre êtres humains qui consacrent une partie de leur vie à l'apprentissage, à réfléchir à quelque chose. C'est une relation entre des marqueurs de performance. Donc la vie ne vaut pas la peine d'être... donc, c'est des trucs bidimensionnels, puis des trucs bidimensionnels, tu fais des cartons. À l'émission, on passe quelques chansons avec le thème de la journée. Puis c'est toi qui nous as proposé quelques chansons. D'abord, la première de Witch is Dead. Donc, la sorcière est décédée, est morte. Ça fait référence, en fait, la chanson est jouée dans Le Magicien d'Oz. Ouais. Et puis, c'est une célébration. On célèbre la mort de la mauvaise sorcière. De Margaret Thatcher, qui est comme la première très effrontément néolibérale, avec Ronald Reagan un peu plus tard. Donc, quand elle est morte, cette chanson-là, qui était quand même vieille, de plusieurs années, et elle était top of the chart. Le soulagement était manifestement général. Était grand. Écoutons-la. Let the joyous news be spread, the wicked old witch at last is dead.